Nous sommes un petit matin de janvier 1997 en Albanie. Une femme sort devant la foule, massée sous ses fenêtres, mégaphone à la main. Après 2 ans de rendement délirant, des intérêts qui grimpaient jusqu'à 10, 20, parfois jusqu'à 44% par mois sur certaines offres flash, après 2 ans pendant lesquels des milliers d'Albanais ont vendu leur maison, abattu leur bétail et arrêté de travailler pour tout miser sur des sociétés que le gouvernement lui-même défendait à la télévision, le pays s'apprête à basculer dans le pire chaos de son histoire moderne et des millions de familles albanaises s'apprêtent à tout perdre. Cette femme prononce alors quelques mots à son mégaphone. Et ce qu'elle dit va déclencher une réaction en chaîne que personne n'a vu venir. En quelques semaines seulement, l'Albanie va perdre 1,2 milliard de dollars, son PIB va chuter de 10% et le pays va compter 2000 morts dans les violences qui vont suivre. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte l'histoire de la plus grande pyramide de Ponzi qu'un pays tout entier n'ait jamais connue. Une arnaque qui a englouti l'équivalent de 50% du PIB albanais. Pour vous donner une idée de l'échelle, la fraude Madoff, présentée comme la plus grande escroquerie financière de l'histoire américaine, représentait moins de 0,5% du PIB des États-Unis. Le plus inquiétant, c'est que cette histoire ne parle pas seulement de l'Albanie en 1996, elle parle aussi de nous. Car les 4 mécanismes psychologiques qui ont piégé des milliers d'Albanais sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont les mêmes que ceux qui font encore fonctionner aujourd'hui les arnaques crypto et les placements garantis à 15% par mois que vous voyez passer parfois chaque semaine. Le décor a changé, le piège, lui, est resté exactement le même. On est en 1945 lorsque Enver Hoxha prend le pouvoir en Albanie. Au cours des 45 années qui vont suivre, il va construire quelque chose d'unique dans l'histoire de l'Europe, le régime le plus fermé, le plus radical et le plus méfiant que le continent n'ait jamais connu. Hoxha mise sur l'autarcie totale. L'Albanie produit elle-même ce dont elle a besoin. L'agriculture est collectivisée, les usines tournent pour la consommation intérieure. C'est une économie fermée, planifiée de A à Z par l'État lui-même. Pour défendre ce pays coupé du monde, Hoxha fait construire des centaines de milliers de bunkers sur tout le territoire. Aujourd'hui encore, si vous vous promenez en Albanie, vous en voyez partout, dans les champs, sur les plages, au bord des routes. Des dômes de béton à perte de vue. Les frontières sont totalement fermées. Un Albanais qui tente de fuir risque la peine de mort. Pire encore, toute forme de propriété privée est complètement abolie. Les entreprises privées, elles sont interdites. L'épargne personnelle au-delà du strict nécessaire est considérée comme suspecte. Et faire de l'argent avec de l'argent, prêter contre des intérêts, investir, acheter des actions, c'est non seulement interdit mais surtout criminalisé. Alors pendant 45 ans, les Albanais évoluent dans un monde où l'argent n'est pas un outil, c'est juste un moyen de payer ce que l'État vous autorise à acheter. Puis, en 1985, Hoxha meurt. Son successeur désigné, Ramiz Alia, un cadre du Parti communiste qui a consacré toute sa carrière à l'appareil d'État depuis ses 20 ans, comprend que le régime ne peut pas continuer comme avant. Il tente d'introduire quelques réformes, mais c'est trop peu et trop tard. En 1990, des dizaines de milliers d'Albanais envahissent les ambassades étrangères à Tirana pour fuir. Le régime s'effondre. Sous la pression populaire et internationale, le FMI et la Banque mondiale en font une condition pour accorder une aide économique d'urgence. Les premières élections libres ont lieu en 1991. Le Parti communiste perd et en quelques mois, l'économie s'ouvre. Du jour au lendemain, l'Albanie bascule du communisme le plus strict d'Europe au capitalisme le plus libéral de la zone. Sans période de transition, sans formation des citoyens. Et surtout, sans les institutions qui font normalement fonctionner un marché libre. Pas de régulateur financier digne de ce nom, pas de système judiciaire indépendant, pas de culture de la transparence comptable. Alors, imaginez la situation. Vous avez 35 ans en 1991, vous êtes né sous Hoxha, vos parents aussi, vos grands-parents aussi. Personne dans votre famille, ni dans votre village, dans votre cercle, n'a jamais ouvert un compte en banque. Vous n'avez jamais entendu le mot rendement annuel, autrement que quelque chose qui était complètement interdit. Et du jour au lendemain, on vous dit « le marché est libre, à vous de jouer ». C'est alors que l'économie albanaise se met à décoller. Pourquoi ? Parce que d'abord, les millions d'Albanais qui ont fui en Grèce et en Italie après 1991 envoient de l'argent à leurs familles restées au pays. Ces transferts de la diaspora albanaise pèsent lourd. Ensuite, la libéralisation des prix permet à de vrais petits commerces de s'ouvrir.
Épiceries, ateliers, restaurants, des marchés apparaissent, les gens commencent à pouvoir choisir, ils s'habillent mieux, ils mangent mieux, ils commencent à acheter des téléviseurs, des mobylettes, etc. Alors en 1995, le FMI lui-même publie un rapport officiel dans lequel il déclare l'Albanie success story des réformes de libre marché. En 1995, le salaire moyen est de 80 $ par mois. Pour vous donner une idée, c'est environ 6 fois moins que le SMIC français de l'époque. Mais pour l'Albanie, c'est 3 fois plus qu'en 1990. Le progrès est réel, visible, palpable. C'est dans ce contexte d'optimisme sincère que, pour la toute première fois de l'histoire, des sociétés d'investissement privées voient le jour en Albanie. Des entités que les Albanais n'ont jamais vues. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs de vrais supermarchés, de vraies stations-service, une vraie chaîne de télévision. C'est un pays qui, en quelque sorte, découvre très brutalement le monde extérieur, qui lui arrive notamment par la télévision, la RAI, la télévision italienne. Pour un peuple qui sort de 45 ans de propriété collective, ces entreprises privées ressemblent à une libération. La preuve vivante que le capitalisme fonctionne. Ce que personne ne voit encore, c'est que parmi ces nouvelles entreprises privées, certaines vont arrêter de faire du commerce et que leur nouvelle activité va tout faire dérailler. En 1992, une nouvelle société albanaise, la VEFA, est fondée par un entrepreneur albanais nommé Vebi Alimukash, qui a compris très tôt que la transition vers le marché libre créait des opportunités immenses pour qui saurait les saisir. Au départ, c'est une vraie entreprise commerciale, donc des supermarchés, des restaurants, des stations-service, une chaîne de télévision. Son nom est sur des produits que les Albanais peuvent acheter tous les jours au supermarché. Cette entreprise emploie des gens réels, elle paie ses impôts, etc. Mais en 1994, la société décide de proposer aux particuliers de lui confier leur argent en échange d'intérêts mensuels. Alors d'abord 6% par mois, puis 8% par mois. Si vous avez quelques bases en finances personnelles, vous savez que 6% par mois, ça représente plus de 100% en rendement annuel. Donc vous faites x2 en un an sur votre somme. Évidemment, tout ça, c'est tout simplement impossible à tenir honnêtement sur longue durée. Aucun investissement légitime ne peut promettre ça. Mais pourtant, les dépôts affluent. Les gens voient les supermarchés VEFA, ils achètent leurs produits, donc ils font confiance à ce qu'ils peuvent toucher. Dans un pays où il n'y a aucune culture financière, où il n'y a aucune presse d'investigation, avoir de vraies vitrines, c'est la meilleure garantie que ça existe vraiment. Ceux qui ne savent pas, c'est que VEFA vient d'activer une mécanique qui finit toujours par tourner à la catastrophe. Cette mécanique a un nom, on l'appelle la pyramide de Ponzi, du nom d'un arnaqueur italien qui l'a popularisé à Boston en 1920. Le principe est d'une simplicité terrifiante. Vous créez un système fermé dans lequel l'argent des nouveaux investisseurs vient payer les intérêts des anciens. Vous ne créez aucune richesse réelle. Vous ne faites que déplacer de l'argent d'une poche à l'autre. Imaginez, vous avez 10 investisseurs qui vous confient chacun 100 €. Vous leur promettez 10% par mois. Le mois suivant, vous devez donc 100 € d'intérêt. Pour les payer, vous avez juste besoin de nouveaux investisseurs qui rentrent dans la machine en mettant eux aussi 100 €. Mais le mois d'après, vous devez payer encore plus d'argent. Et vous devez faire rentrer encore plus de monde. Et ainsi de suite. La masse d'argent à trouver grossit de façon exponentielle. Et c'est là que le système est structurellement voué à l'échec un jour ou l'autre. Vous n'arriverez pas à trouver perpétuellement de plus en plus de nouveaux entrants. Et dès que le flux s'arrête, dès qu'il n'y a plus assez de nouveaux clients pour payer les anciens, tout s'effondre d'un coup. Et pour les créateurs les plus malins de ce type de schéma, ils se sauvent avec la caisse juste avant que tout s'effondre. C'est un petit peu la seule façon de gagner dans ce jeu. C'est la même mécanique qu'on a connue avec Bernard Madoff, PDG d'une société d'investissement respectée à Wall Street pendant des décennies, qui promettait 10 à 12% de rendement annuel régulier à ses clients. Bernard Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, la fraude pyramidale de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens. Elle avait été mise au jour en décembre 2008. Résultat, 17 milliards de dollars réels évaporés. Il finira mort en prison, son fils même se suicidera. Et avec la chaîne MMM en Russie en 1994 qui promettait jusqu'à 3000% par an,
c'est entre 5 et 10 millions de victimes en quelques mois. La vérité, c'est que ceux qui tombent dans ces pièges ne sont pas stupides. Ils manquent simplement de recul, de base, savoir comment placer leur argent, reconnaître un investissement sérieux, éviter les arnaques les plus courantes. Et c'est justement là que beaucoup bloquent. On remet souvent à plus tard le moment de s'occuper de son argent. Pas par manque de volonté, mais parce que ça paraît compliqué, réservé aux initiés, ou parce que personne ne nous a jamais expliqué simplement comment faire. Avec S'investir, j'ai créé une formation offerte. En moins d'1 heure, elle vous explique les bases de l'investissement. Donc si vous voulez apprendre à investir intelligemment, c'est gratuit, vous pouvez y accéder via le premier lien en description. Alors reprenons. Pendant que VEFA continue d'ouvrir ses supermarchés, en coulisses, ses comptes commencent à raconter une autre histoire. Une histoire que ses dirigeants vont tout faire pour cacher pendant encore plusieurs mois. Le truc, c'est que dans l'Albanie de 1995, personne ne connaît ce mécanisme. VEFA continue donc d'attirer des dépôts et des dépôts et des dépôts. Alors, sans le dire à personne, en continuant de sourire dans ses publicités télévisées, VEFA est en train de devenir une bombe à retardement. Et c'est justement ce silence-là qui va tout faire exploser. Parce qu'au même moment, quelque chose s'accélère. En l'espace de quelques mois, une vingtaine d'autres sociétés surgissent de nulle part. Certains sont fondés par des gens qui n'ont aucune expérience des affaires. Certains n'ont même pas de locaux fixes. Leur seule raison d'exister, proposer des rendements encore plus élevés que VEFA pour voler les clients de VEFA. La logique est simple. Si vous avez de l'argent placé à 8% par mois chez VEFA, la seule façon de vous convaincre de le retirer et de le placer ailleurs, c'est de vous proposer 10% par mois. Puis VEFA peut peut-être s'aligner et donc de proposer alors 12% par mois, puis 20% par mois. VEFA réplique en montant aussi ses propres taux pour éviter les retraits. Et là, la surenchère s'emballe. Les taux passent de 8 à 30, puis jusqu'à 44% par mois sur certaines offres flash. 44%. Imaginez, vous placez 1000 €, on vous donne en un mois 440 €. Xaferi, une de ces nouvelles sociétés, promet de tripler la mise en 3 mois. Sud promet de la doubler en 2 mois. Et ce qui va se passer autour de ces sociétés est tout simplement hallucinant et très souvent dramatique. En septembre 1996, une femme, qu'on appellera Drita pour préserver son anonymat, interviewée par la suite par le Los Angeles Times, raconte qu'elle a pris la décision de vendre son appartement familial. Elle en tire 25 000 $ et elle investit tout dans ces sociétés. Drita n'est pas naïve. Elle voit ses voisins s'enrichir depuis 2 ans. Elle voit le gouvernement qui lui dit à la télévision que c'est sûr. Pour elle, c'est une décision logique. Dans les campagnes, des agriculteurs abattent leur bétail pour libérer du capital. Dans les villes, des salariés arrêtent tout bonnement de travailler. À quoi bon se lever à 6 h du matin pour 80 $ par mois quand vos intérêts vous rapportent déjà 8, 10, parfois 20 $ par jour sans rien faire. Ce qui est glaçant avec le recul, c'est une phrase qui revient dans chaque témoignage. Tout le monde le faisait. C'est la description d'un mécanisme psychologique que les chercheurs documentent depuis des décennies, la preuve sociale. Notre cerveau interprète le comportement collectif comme un signal de fiabilité. Si tout le monde fait quelque chose, notre instinct se dit que c'est probablement une très bonne idée. Dans la savane africaine, ce mécanisme nous sauvait la vie. Quand tout le monde courait, c'est qu'il y avait très probablement un vrai danger. Mais face à une pyramide de Ponzi, beaucoup moins. Quand 2/3 d'un pays tout entier investissent dans les mêmes sociétés, ne pas y être, c'est être l'idiot du village. Si demain, tout votre entourage gagne 10% par mois avec son épargne, combien de temps vous tiendrez avant d'y aller vous aussi ? Il y a aussi la FOMO, donc la peur de passer à côté. Ces familles qui attendaient depuis 2 ans et qui en 1996 se disent « si je n'y vais pas maintenant, c'est définitivement raté ». Et ceux qui savaient, pas les naïfs, mais ceux qui avaient compris le risque, mais pensaient être plus malins que les autres. Les économistes appellent ça la Greater Fool Theory, la théorie du plus grand idiot. Certains se disent que oui, c'est très risqué, mais je sortirai mon argent avant que tout s'effondre. Et certains sont effectivement sortis à temps. Mais pour chacun des gagnants, des centaines de familles ont tout perdu. Donc, vous comprenez, ce n'est pas une question d'intelligence. Bernard Madoff a arnaqué des gérants de fonds professionnels, des banquiers, des fondations universitaires, des gens richissimes tout à fait intelligents. Et en fait, ce sont à chaque fois les mêmes mécanismes, les mêmes ressorts partout. Mais pendant que tout ça se passait, on peut se demander quand même où était l'État albanais.
Que faisait le gouvernement ? Eh bien, Sali Berisha, le président albanais de l'époque, est à ce moment-là en pleine campagne électorale. Les pyramides de Ponzi dans son pays sont très populaires. Attaquer ces sociétés, c'est s'attaquer à l'espoir de millions de familles. Politiquement, c'est impensable pour lui. Alors, ses ministres les défendent, à la télévision, en direct. La Banque centrale alerte le gouvernement chaque mois depuis 1996. Chaque lettre est ignorée. Et en octobre 1996, le FMI alerte publiquement. Berisha l'accuse d'ingérence dans les affaires internes albanaises. Sous la pression internationale, une commission parlementaire est créée pour examiner ces sociétés. Mais elle ne se réunit pas une seule fois. Que fait alors les médias, la presse ? Certaines de ces sociétés possèdent directement des chaînes de télévision. Les autres paient des budgets publicitaires colossaux. La presse ne parle des pyramides qu'en bien. On présente leurs dirigeants comme des entrepreneurs visionnaires. L'État albanais n'est pas simplement complice, il est lui-même pris dans le piège, incapable d'arrêter les pyramides sans déclencher une crise politique immédiate. Berisha a en fait misé sa popularité sur la même pyramide que ses citoyens, et comme eux, il va finir par tout perdre. À leur pic, les sociétés Xaferi et Populi attirent plus d'1 million de déposants à eux deux. Dans un pays de 3,5 millions d'habitants, soit près d'un Albanais sur 3, juste pour ces deux sociétés qui sont en fait évidemment des escroqueries. Il suffira qu'une seule de ces sociétés fasse défaut pour que tout s'effondre. Et puis, un matin de novembre 1996, dans un petit bureau de Tirana, une femme va prendre la décision qui va faire basculer l'Albanie. Le 19 novembre 1996, la société Sud annonce qu'elle ne peut plus payer ses intérêts. Sud est petite, mais dans un système où tout repose sur la confiance, il suffit d'une seule fissure pour que l'édifice s'effondre. La nouvelle se répand en quelques heures dans Tirana. Les déposants se précipitent pour retirer leur argent, puis par précaution, les gens retirent leurs dépôts chez d'autres sociétés. Les autres sociétés, dont les liquidités baissent, ne peuvent plus payer leurs propres intérêts. La réaction en chaîne s'enclenche. Janvier 1997, des milliers de personnes se massent sous les fenêtres de la fondatrice de Sud. Elle sort, mégaphone à la main, et elle dit « Mon jeu est terminé. Mon entreprise est en faillite. Vous ne pourrez pas récupérer l'argent. » Un silence dans la foule, puis tout s'éclate. En quelques jours, toutes les autres pyramides font défaut, les unes après les autres. Les queues devant les sièges sociaux s'étendent sur des kilomètres. Des familles entières se retrouvent à la rue. Des maris qui avaient vendu l'appartement familial sans en parler à leurs femmes ne rentrent plus chez eux. Le gouvernement perd le contrôle. Les forces de l'ordre commencent à déserter parce que les policiers, eux aussi, ont perdu leurs économies et refusent d'aller disperser des familles dans la même situation. Dans le sud du pays, des insurrections armées éclatent. Des groupes de manifestants prennent le contrôle de commissariats, de bâtiments officiels. Et puis, les arsenaux militaires sont ouverts de force. Des centaines de milliers d'armes, fusils, mitrailleuses, roquettes se retrouvent dans les mains de civils. Dans certaines villes du sud, des familles tapissent les murs de leur appartement avec des livres et des matelas pour absorber les balles perdues qui traversent les cloisons. La nuit, on entend des rafales. Le jour, on ne sort plus sans regarder les toits. Sous la pression, le Premier ministre démissionne en mars 1997. Le président Berisha, celui qui garantissait à la télévision que tout était sûr, est en train de négocier avec l'opposition. L'état d'urgence est décrété. En avril, 7000 soldats d'une force internationale mandatée par l'ONU débarquent pour rétablir l'ordre. C'est l'opération Alba. Au total, 1,2 milliard de dollars engloutis. Moins 10% de PIB en un an, 2000 morts dans les violences, à deux doigts de créer une vraie guerre civile dans tout le pays. Alors vous avez compris, cette mécanique d'arnaque financière, elle tourne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les mêmes signaux existent. Des placements garantis à 15% que vous voyez sur Instagram ou sur TikTok. Des cryptos présentés comme la prochaine révolution par des personnes à Dubaï qui ont exactement le même intérêt que les pyramides albanaises à vous faire entrer le plus vite et le plus massivement possible. Il y a eu aussi tout un tas d'influenceurs qui ont arnaqué leur communauté en vendant des NFT à des prix pas possibles et en fait juste pour s'enrichir personnellement sur le dos de leur audience en expliquant que c'était la nouvelle solution pour devenir riche rapidement. En fait, la règle n'a jamais changé. Aucun rendement élevé ne vient sans risque élevé. Jamais.
On voit même des pyramides de Ponzi tous les ans à peu près. Récemment, c'était sur des sociétés au niveau du cannabis quand il a été légalisé dans plusieurs États aux États-Unis. Donc il y a des sociétés d'exploitation de cannabis qui ont émergé et qui promettaient un rendement faramineux. Il s'avérait que c'était pyramide de Ponzi. À Toulouse, moi qui suis du Sud, il y avait eu aussi une histoire de pyramide de Ponzi avec des crevettes brésiliennes. On expliquait aux gens qu'ils allaient être riches avec cet investissement et c'était une énorme arnaque. Et moi, dans mon métier finalement de conseiller en gestion de patrimoine, j'en vois tous les mois des plateformes qui sont parfois sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Je vois des gens qui me demandent est-ce que tel et tel placement, ce sont des bons placements ou pas. Et il y a encore plein et plein d'arnaques. Et de plus en plus, à l'ère de l'IA, à l'ère des réseaux sociaux, etc. Les Albanais, eux, n'avaient pas cette culture financière, n'avaient pas d'institutions solides, n'avaient pas d'autorité de régulation, n'avaient pas de système capable de les protéger. C'est ça qui les a piégés et ce n'est pas la bêtise. Parfois, on entend des gens dire « Franchement, il a été un petit peu bête de tomber dans le panneau, il ne faut pas être très intelligent pour tomber dans ce genre de piège. » Et vraiment, absolument pas. Ce n'est pas de la bêtise, c'est surtout de l'ignorance. Aujourd'hui, le danger existe toujours. Les promesses ont juste changé de forme. Je vous parlais de NFT, on n'entend plus trop parler aujourd'hui, mais on entend encore des crypto-miracles, des placements garantis, des opportunités à ne pas manquer. Et il y a aussi pas mal d'usurpation d'identité, même de grandes banques, parfois des livrets ultra premium qui rémunèrent 6% par an, alors que le livret A aujourd'hui, alors que je tourne cette vidéo, est à 1,5% par an, etc. Donc pour moi, à cette époque, c'est vraiment très très important d'avoir cette culture financière, cette éducation financière, non seulement pour faire fructifier son argent, son épargne, bien investir, ne plus se faire avoir par les banques, les frais injustifiés, etc., mais aussi pour préparer sa retraite, pour contrer l'inflation, mais aussi pour ne pas tomber dans ce genre d'arnaque et ce genre de faux placements qui, en fait, mènent très rapidement là à la banqueroute. Et ça, c'est la pire des situations. J'en profite pour vous rappeler que chez S'Investir, on fait justement de l'éducation financière. La première étape, si vous voulez apprendre, c'est notre formation offerte. C'est le premier lien en description. Et si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne la psychologie de l'argent, comment notre cerveau naturellement nous maintient pauvres, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui pourrait vraiment changer votre vision de l'argent. Cliquez juste ici pour la regarder maintenant.